Donc on va commencer la première conférence des 3 jours, ce qui est très important parce qu'elle est essentielle pour que vous puissiez débattre et délibérer de manière informée, c'est d'être attentif. Voilà, et puis on aura un moment pour recueillir des questions, mais je reviendrai vers vous. Donc on commence avec Camille Gillotte, qui vient exprès de l'Université de Lausanne vous présenter un donut. Je n'en dis pas plus. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous remercie déjà. J'espère que vous allez l'être. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Et je dois vous dire que la dernière fois, j'ai mis les pieds sur cette scène, j'avais 15 ans et c'était pour le concert de Bibi Bruns. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Je referme la parenthèse. Les années ont passé. Puis maintenant, je vais vous parler de choses sérieuses. Voilà, chers membres de la Convention citoyenne étudiante, pour mener à bien le mandat qui vous a été attribué, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Vous allez avoir besoin d'énergie, vous allez bien manger, vous allez avoir besoin de temps, de créativité et surtout, peut-être en amont, vous avez besoin d'un cadre de compréhension globale des enjeux que vous allez adresser, des enjeux écologiques et sociaux. Et ça, c'est mon travail aujourd'hui de vous donner ce point de départ, ce cadre de compréhension globale. Et je remercie d'ailleurs l'organisation de la CCE de m'avoir invité pour le faire. Alors, mon introduction à ce cadre théorique sera relativement courte, mais j'aurai besoin d'une vingtaine de minutes de votre attention tout de même. Mon intervention s'articulera en 4 points. Je commencerai par vous présenter donc ce cadre de réflexion, des enjeux, de définition finalement des enjeux sociaux et écologiques que vous allez adresser. Et puis après, on va explorer, je vais vous parler un petit peu de comment ce cadre a déjà commencé à transformer l'université à laquelle je suis rattachée, donc l'Université de Lausanne en Suisse. Alors, on commence tout de suite par des éléments que vous connaissez, que la majorité en tout cas d'entre vous connaissent déjà. Je vais être assez brève sur ces éléments de constat, mais je pense que c'est important de rappeler ce qui constitue le cœur de l'urgence à laquelle nous allons essayer de répondre et nous essayons de répondre au jour le jour. Vous savez, ces graphes le montrent, ces graphes sont issus des travaux du GIEC, vous savez que la température moyenne sur Terre, elle augmente proportionnellement aux émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. On appelle ça les émissions de gaz à effet de serre anthropiques. Ça, c'est le graphique de droite qui le montre. Et vous savez que voilà, aujourd'hui, depuis les années, la fin du 19e siècle, la température globale sur Terre a déjà augmenté de plus de 1 degré par rapport donc, à la fin du 19e siècle. Elle a augmenté, on le voit sur donc, le graphique qui est central, elle a augmenté avec une rapidité qui est inédite dans l'histoire de l'humanité, après une très longue période de stabilité climatique. On voit ici dans le graphique du milieu, c'est l'évolution de la température moyenne sur Terre depuis la naissance de Jésus-Christ, l'an 0. On voit des petites variations qui sont effectivement des variations naturelles de la température moyenne sur Terre. Il y a eu des périodes un tout petit peu plus chaudes, un tout petit peu plus froides, le petit optimum médiéval, le petit âge glaciaire, etc. Mais en fait, si on regarde les 10 000 dernières années, globalement, on a eu un climat relativement stable. C'est la période qu'on appelle la période de l'Holocène, au cours duquel, notamment, les humains ont commencé à se sédentariser et à développer l'agriculture, à développer des sociétés de plus en plus complexes, jusqu'à celles qui nous amènent aujourd'hui dans un beau théâtre avec un écran, un ordinateur, etc. Alors, comme le montre le graphique central, cette température donc, moyenne sur Terre, elle a été stable, puis elle augmente de manière très rapide depuis une grosse centaine d'années. Alors, je ne vais pas avoir le temps de vous décrire plus en détail les conséquences relativement dramatiques d'un réchauffement climatique qui sera encore plus important que celui qu'on connaît déjà aujourd'hui. Vous savez que les accords de Paris visent à limiter le réchauffement climatique global à 1,5 ou 2 degrés Celsius. Je vais simplement vous parler d'une seule conséquence de ce réchauffement climatique. Le GIEC montre que le réchauffement climatique global
entraîne, si vous voulez, des conditions météorologiques qui sont justes, parfois, dans certains territoires sur Terre, incompatibles avec la survie physiologique de l'humanité. On a des vagues de chaleur qui créent des combinaisons de température-humidité qui sont juste mortelles pour l'homme et pour également une partie des animaux. Donc là, on parle évidemment de choses qui sont graves et qui vont s'aggraver d'autant plus fortement et d'autant plus vite que le réchauffement climatique global va s'amplifier. Alors ce réchauffement climatique, bon, il a plein d'autres conséquences, mais notamment il perturbe d'autres cycles, notamment le cycle des précipitations, le cycle de l'eau. On a vécu cette année une année particulièrement pluvieuse en Europe. D'autres parties du monde ont vécu des conditions particulièrement sèches. On voit ces perturbations déjà aujourd'hui. Le changement climatique, il a aussi un impact sur le cycle de vie des plantes et des animaux qui nous entourent, avec des conditions de vie plus difficiles voilà, pour un certain nombre d'entre eux. Donc le changement climatique a un impact sur ce qu'on appelle l'intégration de la biosphère, ou pour dire simple, la biodiversité. Ici, je vous ai mis un schéma qui vient de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, qui montre l'indice de survie pour différentes grandes familles depuis voilà, les années 80. Donc là, on est sur une échelle de temps beaucoup plus courte que celle que je vous ai montrée précédemment pour le climat. Et on voit donc pour toutes ces familles que l'indice de survie des populations réduit. Notamment, voilà, on voit les amphibiens, on sait que les amphibiens sont en mauvaise passe, et les coraux qui plongent très clairement et donc qui ont de plus en plus d'indices de mortalité. La situation par rapport à la biodiversité, c'est que depuis les années 70, on a perdu environ 70% des populations de vertébrés sauvages dans le monde. C'est-à-dire que si on compte les individus de vertébrés sauvages, on a perdu 70% des populations en une cinquantaine d'années. Et pourquoi ? Eh bien, l'IPBES a identifié 5 causes principales d'érosion de la biodiversité. En premier lieu, la destruction des habitats qui entraîne tout simplement voilà, on coupe les forêts, on fait des mines à la place, etc., pour extraire des ressources qui vont évidemment avoir un impact direct sur la biodiversité. On a la surexploitation des ressources par la chasse et la pêche. L'introduction d'espèces invasives via notamment l'échange le transfert de marchandises et puis de passagers, de voyageurs à travers le monde qui génèrent des flux qui emmènent des espèces en fait avec elles. On a les questions de pollution, pollution chimique, pollution plastique, pollution aussi issue des nutriments issus des engrais agricoles. Donc l'azote et le phosphore sont des types de polluants qui sont en trop grosse quantité dans l'eau et qui entraînent des problèmes graves pour la biodiversité aquatique. Alors voilà, puis le dernier paramètre qui a une influence importante sur la biodiversité, c'est le changement climatique, donc la boucle est bouclée. Et en fait, si on ajoute à tous les paramètres qu'on a vus apparaître au fur et à mesure autour de notre petit dessin de terre, les questions de l'état de la couche d'ozone, d'aérosols dans l'atmosphère, je ne vous explique pas, ça prendrait trop de temps, et puis l'acidification des océans, eh bien on voit se dessiner ce qu'on appelle, ou ce que les scientifiques plutôt ont appelé les 9 limites planétaires. Alors les 9 limites planétaires, c'est 9 paramètres bio-géochimiques qui, ensemble, conditionnent finalement notre vie sur Terre. Ils régulent la stabilité de l'écosystème terrestre. Ces 9 paramètres, ils sont tous interdépendants les uns avec les autres, comme je vous l'ai montré avec l'exemple de la biodiversité. Et en fait, les scientifiques ont défini pour chacun de ces paramètres un seuil qui, quand on le dépasse, on augmente le risque de faire basculer l'écosystème Terre vers un autre état de stabilité. Cet autre état de stabilité, il ne va pas mettre fin à la Terre telle que nous la connaissons, ni même à la vie sur Terre. Par contre, cet autre état de stabilité, il y a toutes les chances pour qu'il soit beaucoup moins accueillant pour l'humanité, notamment si on est 9 milliards. Donc, ces 9 limites planétaires, finalement, c'est l'espace prudent dans lequel il faudrait maintenir l'écosystème Terre. Et voilà à quoi ressemble l'état des 9 limites planétaires aujourd'hui, quantifiées en 2023. Ça, c'est très important. On vous entend très très bien marmonner, si jamais. On
voit que 6 des 9 limites planétaires sont aujourd'hui dépassées, avec la biodiversité globale, qui est donc largement soumise à un taux d'extinction supérieur au taux d'extinction naturelle, le changement climatique, la pollution chimique, etc. Alors, ces 9 limites planétaires, finalement, ils constituent, malgré les imperfections du modèle que je viens de vous présenter, il faut savoir que les seuils qui sont définis comme l'espace sûr pour les limites planétaires, ils sont encore partiellement discutés dans la littérature scientifique. À quel point on bascule ou pas dans un autre état, il y a encore beaucoup d'incertitudes, ça il faut le savoir. Mais en tout cas, ce modèle des limites planétaires, c'est aujourd'hui le modèle théorique le plus complet qui nous permet de comprendre le fonctionnement de l'écosystème dans une approche systémique. Et donc pour un nombre croissant de personnes dans le monde, ces limites, elles devraient constituer le nouveau cadre de réflexion, le nouveau cadre de décision pour nos activités humaines et, en l'occurrence, le nouveau cadre de décision et de réflexion à l'échelle de votre université, par exemple. C'est en tout cas ce que pense l'économiste britannique Kate Raworth, qui a repris ce modèle des 9 limites planétaires pour y ajouter un minimum social à ajouter à toutes et tous, à assurer à toutes et tous. Et ce minimum social, elle le représente en cercle ici, par ce qu'elle appelle le plancher social, en bleu, qui sont en fait des minimums sociaux qui sont inspirés des objectifs de développement durable de l'ONU, c'est-à-dire zéro pauvreté dans le monde, etc. Donc là, on est vraiment sur une approche qui vise à dire, on doit assurer un minimum social à tout le monde, le tout en étant contraint par un plafond écologique, en étant contraint par une réalité matérielle et physique qui fait que l'écosystème terrestre a des limites. Et donc, Kate Raworth, elle articule le plafond écologique inspiré des limites planétaires avec un plancher social pour dessiner ce qu'elle a appelé le donut. Le donut, c'est cet espace, cet anneau vert entre le plafond et le plancher qui constitue ce qu'elle appelle un espace juste et sûr pour l'humanité. Et donc, suivant ce modèle, la transition écologique, c'est un processus de transformation qui vise à faire entrer la société dans cet espace juste et sûr. Voilà, c'est tout simplement un cadre conceptuel, un cadre de pensée, un dessin qui peut vous aider à réfléchir vos futures propositions, vous allez le voir. Donc, on appelle ça un cadre conceptuel, c'est le cadre conceptuel du donut. C'est un modèle, donc par définition, c'est un modèle simplifié qui a certaines limites théoriques mais c'est un modèle qui permet d'avoir une compréhension beaucoup plus complète des enjeux socio-écologiques que d'autres modèles qu'on pourrait utiliser. Et puis, donc, un modèle qui s'appuie sur la science des systèmes, comme je vous l'ai dit. Maintenant, ce cadre conceptuel du donut, c'est donc une boussole qui est théorique. Et en fait, quand on quantifie le donut à différentes échelles, ça peut devenir un outil de diagnostic socio-écologique. Kate Raworth a quantifié l'état du donut pour le monde en 2017 dans son ouvrage. Donc, quand on quantifie le donut, on dessine des choses rouges qui sortent du plafond écologique, c'est quand on dépasse les limites planétaires, et des éléments rouges qui sont sous le plancher social, qui indiquent un déficit en termes de satisfaction des besoins humains fondamentaux, ici à l'échelle globale. Ce donut a également été décliné pour la majorité des pays dans le monde. Ici, on a le donut de la France. Et puis, ce donut est utilisé aussi à échelle locale pour guider les villes et les territoires. Et nous l'avons utilisé pour faire un diagnostic socio-écologique à l'Université de Lausanne. C'est ce dont je vais vous parler maintenant. Donc, en fait, en 2022, l'UNIL, diminutif de l'Université de Lausanne, se lance dans un autodiagnostic pour alimenter ses réflexions sur sa stratégie de transition écologique. Et donc, c'est la première fois qu'il a utilisé le modèle du donut dans un milieu universitaire. Et voici ce que nous avons regardé. Nous avons regardé l'impact de l'université sur 4 limites planétaires qui sont critiques en Suisse, mais également en France par ailleurs.
Et nous avons regardé, entre autres, l'état de l'écosystème sur notre campus, ainsi que l'état de la qualité sociale, du bien-être au sein de la communauté universitaire. Donc bien pour prendre en compte ces enjeux à la fois écologiques et sociaux, à 2 échelles, au niveau du campus et à échelle globale, avec notre responsabilité globale, notamment via nos modes de consommation, puisque souvent quand nous achetons quelque chose, il n'est pas évidemment produit sur le campus, il est produit en dehors du campus et bien souvent à l'étranger. Et donc toutes ces questions de responsabilité globale sont intégrées dans ce donut. Ce donut, c'est donc un diagnostic des impacts opérationnels de l'UNIL en 2019, qui montre notamment que 3 des 4 limites planétaires qui ont été quantifiées sont dépassées, largement dépassées même, puisqu'elles sont dépassées jusqu'à un facteur 30 pour l'empreinte sur la biodiversité globale, d'un facteur 20 pour l'empreinte sur le changement climatique, etc. Donc on voit que la hauteur de la marche entre un état idéal, une université qui respecte les limites planétaires et les impacts que nous avions en 2019, elle est grande et qu'il faut s'y atteler et s'y atteler sérieusement. Alors je ne vous détaille pas l'intégralité des dimensions qui se trouvent dans ce donut, seulement pour information, les dimensions qui sont grisées, c'est que nous n'avions pas les données quantifiées suffisantes pour pouvoir quantifier si on satisfaisait notamment le plancher social de la communauté universitaire, mais le travail continue sur ces indicateurs manquants. On va se concentrer sur les données qu'on a déjà, notamment en termes d'impact sur les limites planétaires que je vous ai présentées. Ici, on a 2 graphiques. Un graphique qui montre en haut l'impact sur la biodiversité globale de 4 grands champs d'activité à l'université: l'alimentation, les bâtiments, la mobilité et les biens de consommation. Et en bas, c'est les mêmes données, mais analysées avec la clé de lecture climatique. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Commençons par l'impact sur la biodiversité globale. On voit que les plus grands postes d'impact de l'Université de Lausanne, qui pourraient être extrapolés à d'autres universités, probablement, alors à vérifier, c'est à commencer par le matériel informatique et électronique acheté par l'université, donc tous les ordinateurs, tout ce qui est électronique qu'on a dans notre quotidien. Ils représentent à eux seuls un tiers des empreintes de l'Université de Lausanne sur la biodiversité globale. Et les 2 autres postes importants, c'est la consommation de viande et le matériel et ressources de laboratoire, donc tout ce qui est recherche en laboratoire. Maintenant, si on regarde ce qui se passe au niveau du climat, on retrouve les 2 grandes catégories de la consommation de viande et de matériel et ressources de laboratoire. Et s'ajoute le chauffage des bâtiments et la mobilité pendulaire en voiture. Donc mobilité pendulaire, c'est les allers-retours de la communauté universitaire pour aller de leur logement à leur lieu de travail, d'études, qui représente à peu près une dizaine de % de l'empreinte carbone de l'université. Et le plus gros poste d'impact sur le climat de l'université, c'est la mobilité professionnelle en avion. Donc c'est les déplacements des chercheurs et chercheuses, notamment en avion, vers l'étranger. Voilà, donc ça c'est un extrait de résultats qui sont bien plus détaillés et qui sont disponibles dans un rapport que je vous montrerai après. Mais en tout cas, voilà, ce donut, il nous a permis d'avoir ces résultats et donc de connaître les secteurs qui ont le plus d'impact et ceux donc vers lesquels on va aller en priorité. Donc le donut à l'UNIL, ça a d'abord été un outil pour aligner la vision de la direction sur l'objectif qui était souhaité. Dans son plan d'intention, la direction actuelle de l'Université de Lausanne a marqué qu'elle souhaitait ramener les impacts de l'UNIL dans les limites écologiques de la planète tout en répondant à sa mission sociale. Le ton était donc posé dès le plan d'intention politique de l'université. Pour répondre à cet objectif politique, nous avons donc quantifié le donut que je viens de vous présenter et nous avons organisé un processus participatif qui s'appelait l'Assemblée de la transition, qui a déjà été évoqué par ailleurs, pour imaginer les mesures pour faire entrer l'UNIL dans le donut. Donc l'Assemblée de la transition, c'était en 2023. Ici, c'est une photo de la session de lancement. Voilà, on pourrait faire la même aujourd'hui, avec un donut, avec 60 personnes qui ont été tirées au sort et qui ont travaillé pendant 6 mois, avec le mandat de produire des mesures pour faire entrer l'UNIL dans le donut, pour faire court. Et donc ces mesures, elles sont contenues dans un rapport qui est public, qui contient 28 objectifs et 146 pistes d'action sur les thématiques du bâtiment, de l'alimentation, de la finance, des achats, de biens de consommation, etc. Donc toutes ces idées de mesures, elles existent
Et on retrouve dans ce rapport de l'Assemblée de la transition des mesures extrêmement ambitieuses, vu qu'on les a poussées pendant 6 mois. Je ne sais pas combien de fois on a dit il faut être ambitieux, mais ils en avaient marre à la fin d'ailleurs d'entendre ça. Donc ils ont proposé des mesures ambitieuses, notamment imposer un moratoire sur la construction de nouveaux bâtiments, parce que la construction de nouveaux bâtiments a une empreinte à la fois sur le climat et sur d'autres limites planétaires qui est très importante. Réduire le poids des aliments carnés ou d'origine animale servis dans les cantines, réduire l'achat de matériel électronique neuf, etc. Je ne vous fais pas la liste, vous pourrez aller voir le document si besoin. Et donc, sur la base de ces propositions de l'Assemblée de la transition, la direction a saisi ce rapport, a travaillé en interne et a produit sa stratégie institutionnelle, donc, qui s'appelle CAP 2037, qui a été publié en mai dernier. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très, très nouveau. Hein. C'est un processus toujours en cours. CAP 2037, ça regroupe 20 objectifs chiffrés pour 2037. Et dedans, par exemple, on retrouve un objectif de réduire les émissions de CO2 associées au déplacement en avion de 60% d'ici 2037, réduire le volume d'achat de biens d'équipement de laboratoire de 40% par rapport à 2019 pour 2037, etc. Donc on retrouve des mesures, enfin des objectifs en tout cas chiffrés et forts qui nous permettent de faire quoi? On a essayé de quantifier l'impact de ces différents objectifs et on voit qu'au lieu d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre de 30% entre 2037 et 2019 suite à une augmentation tendancielle du nombre d'étudiants et d'étudiantes à l'université, eh bien, la stratégie de transition écologique permet de réduire les émissions de 2019 de 45%. Donc, c'est déjà super. Et ça, c'est si tous les objectifs sont réalisés. On ne sait pas encore si on va y arriver. C'est super. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? La réalité, c'est que non. En fait, pour respecter les accords de Paris, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il faudrait réduire de 70% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2037, et pas seulement de 45%. Donc ici, on se rend compte de l'ampleur des changements qui sont nécessaires. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, évidemment, tout ce qu'on va faire via cette stratégie. Ça veut dire qu'il y a encore du travail et il y a encore des initiatives et des mesures à trouver. Alors voilà, à la suite de la publication de cette stratégie écologique, le Donut va devenir un outil de monitoring de l'évolution des impacts de l'Université de Lausanne. Et puis on va voir si les mesures qu'on met en place à l'Université de Lausanne, elles sont efficaces ou pas. Et donc là, le Donut devient un outil vraiment de suivi qu'on va actualiser régulièrement. Alors voilà, ça c'est le chemin expérimental qu'on a mené et qu'on mène à l'Université de Lausanne depuis 2 ans déjà. Maintenant, j'ai envie de vous dire que... Pardon, voilà, c'est à vous. C'est à vous d'inventer votre propre chemin, d'inventer le chemin de votre université, le chemin qui constituera votre parcours universitaire et votre futur. Cette introduction, elle était sans doute beaucoup trop rapide pour que vous preniez conscience de ce que ça voudrait dire vivre dans les limites planétaires, étudier dans les limites planétaires, se déplacer dans les limites planétaires. Mon objectif à moi, c'était surtout de vous fournir un socle commun de compréhension des enjeux socio-écologiques que vous allez adresser collectivement à partir d'aujourd'hui. J'espère que moi, je vous ai surtout donné envie d'aller plus loin, d'en savoir plus sur ce que je viens de brosser très, très rapidement. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, je vous ai mis quelques petites références bibliographiques ici. Vous en connaissez probablement certaines et en fait, vous avez accès à tellement d'informations que je suis sûre que vous trouverez. Si vous voulez savoir ce qui se passe ailleurs, alors on a parlé déjà de ce qui s'est passé dans les CCE précédentes, donc évidemment du contenu très intéressant. Si vous voulez savoir ce qui s'est dit, ce qui s'est fait à l'Université de Lausanne, tout est public. On a ici le rapport qui détaille donc les résultats du Donut de l'Université de Lausanne. Il fait 150 pages, donc il y a vraiment du détail si vous voulez aller loin. On a ici le rapport final de l'Assemblée de la transition avec notamment ses objectifs chiffrés, ses 146 pistes d'action. Et puis le site web de la direction de l'Université de Lausanne. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Je voulais, si vous me permettez, dire un dernier petit mot. On vous l'a dit à maintes reprises maintenant, mais j'avais envie de vous transmettre mon message à moi. En ayant, voilà, j'ai construit le donut de l'UNIL, on a construit cette assemblée de la transition, on a vu les changements. Et donc j'ai envie de faire un petit pas de côté en conclusion sur le constat que je vous ai apporté. Je vous ai reparlé de changement climatique, je vous ai parlé de dépassement des limites planétaires. Peut-être que ça a fait chez vous comme un effet, on parlait de révélation. En tout cas, c'est sûr que ce constat, il est effrayant. Que la peur, que l'anxiété, que l'envie de fuir ou d'abandonner face à ce que je viens de vous raconter, c'est des réactions qui sont en fait normales, que chacune d'entre nous avons déjà traversées ou allons traverser et peut-être retraverser. Mais alors vous, membres de la CCE, sachez que vous avez un antidote hyper puissant contre ces émotions qui sont déstabilisantes. Vous avez le pouvoir d'agir, vous avez le pouvoir de changer les choses. Merci. Votre direction, via la CCE, vous offre la possibilité d'être acteur et actrice du changement à échelle collective, on l'a déjà nommé. Je ne peux que vous inviter à saisir cette opportunité unique, à prendre la mesure des responsabilités qui vous sont confiées et à avancer. Ce qui se passe à l'Université de Lausanne, ce n'est pas parfait, ce n'est même pas suffisant, on l'a vu, mais c'est un premier grand pas. Et ce premier pas, il peut être réalisé ailleurs, dans votre université, par exemple. Alors ensemble, vous pouvez imaginer un monde universitaire exemplaire, précurseur d'un changement plus grand, aligné avec les alertes des scientifiques, et un monde universitaire plus juste, à toutes les échelles, pour les générations actuelles et futures. Voilà, c'était mon mot de la fin. Merci, merci. On va procéder de la manière suivante et on va le faire pour les prochaines conférences aussi. Je vais vous demander de choisir un de vos voisins, à gauche, à droite, devant, derrière, et de prendre 2-3 minutes avec lui pour juste échanger sur ce que vous avez peut-être appris, ce qui vous a surpris, si vous avez des questions, et on fera tourner des micros dans la salle pour justement recueillir vos questions. On prend 2 minutes, c'est bref, c'est court, c'est une manière aussi de faire connaissance. Ouais. C'est vrai que tu vois que c'est théâtre, c'était pas un souci. Ça résonne. C'est hyper dur de rester concentré. D'accord. Mais donc il y en a qui vont aller là-haut. Ouais. Là tu peux donner Je crois qu'ils ne voulaient pas les mecs du son, je crois passer gère, je crois. Alors, c'est un message pour les techniciens en régie. Est-ce qu'on pourrait juste mettre les dessins de Renaud sur le... Ouais, merci. Et j'en profite, du coup, comme j'ai interrompu les échanges. Excusez-moi, juste, il faut qu'on procède de manière méthodique, parce que quand on se retrouve là et qu'on parle, on entend tout. Et vous ne vous rendez pas compte, tous ces petits murmures additionnés, c'est assez infernal. Quoi, c'est pas moi qui fais les conférences, donc c'est pas moi qui en suis victime, mais essayez d'avoir juste, c'est presque une question, j'ai envie de dire, de politesse. Vous avez le droit de dormir, vous avez le droit de ne pas être connecté à la chose, mais essayez pour vos camarades au moins de
voilà, de pas multiplier les murmures parce que c'est une chambre d'écho ici en fait. Et donc c'est très dur d'être concentré et de pouvoir justement vous livrer des savoirs et des connaissances qui vous sont potentiellement utiles. Merci. Peut-être, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont des questions comme ça, qui veulent se lancer, de profiter de la présence de Camille? Ouais, je vois une question. Est-ce qu'on peut... 1, 2, 1, 2. On entend. Moi, j'avais une question sur le dispositif de l'Assemblée de la transition. Je voulais savoir en fait comment les gens avaient été tirés au sort et comment étaient-elles constituées, si c'était des étudiants, des chercheurs, des professionnels de la participation aussi. Voilà, si vous pouvez m'en dire un peu, nous en dire un peu plus. Oui, merci beaucoup pour la question. L'Assemblée de la transition, c'était 60 personnes, 15 personnes de chaque, on appelait ça corps à l'université, donc 15 étudiants et étudiantes, 15 chercheurs et chercheuses, 15 personnels administratifs de l'université, donc membres des services de la direction, et puis 15 corps intermédiaires. Donc en fait, c'est doctorants, doctorantes et assistants de recherche, etc. Et donc ils ont été tirés au sort suivant ce panel avec une égalité de genre. Et voilà. C'était ça la question. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, je vois une main qui se lève. Alors, levez bien vos mains, je n'ai pas la capacité de voir tout le monde d'un trait. Oui, c'était sur les déplacements. Quelles ont été les propositions pour permettre l'objectif de diminuer de 60% les pollutions dues à l'avion ou autres? Alors, l'Assemblée de la transition a proposé des objectifs de réduction et la direction aussi, en fait. Donc aujourd'hui, l'objectif de la direction, c'est de réduire de 60% les vols en avion, globalement. Comment on va faire concrètement? Sur ce sujet en particulier, il y a une directive en cours qui est de ne plus rembourser les avions quand on peut se déplacer en train en moins de... C'est là où je ne sais plus, il y a eu des gros débats, est-ce que c'est 4 heures, est-ce que c'est 6 heures, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça c'est le moyen qui a été activé. Est-ce que ça sera le seul moyen? Je ne suis pas sûre. Il y a encore des réflexions en cours sur comment on va concrètement réaliser ces objectifs. Et après, il y a toutes les questions de mobilité pendulaire avec la réduction en fait, de la voiture, qui est quand même peu utilisée à l'Université de Lausanne. Mais là, les leviers d'action, c'est sur les parkings, sur l'incitation au transport en commun, etc. Ok, on a une autre question. Pour les balcons, ceux qui sont en hauteur, vous pouvez poser des questions. Il faut juste bien lever la main. Bonjour. Est-ce que vous demandez le même effort à toutes les disciplines? Parce que j'ai déjà participé à ce genre de réflexion. Je suis en philosophie et nos variables d'ajustement pour diminuer notre empreinte, à part renouveler son ordinateur moins souvent et voyager moins en avion, on n'a pas beaucoup de leviers. En revanche, si on est en physique, en biologie, enfin dans toutes les disciplines expérimentales, on en a beaucoup plus. Bon, je suis dans une institution où on a demandé moins 7% à tout le monde, mais du coup, c'est relativement facile pour les disciplines très émettrices, je vais dire, et super difficile pour les sciences humaines et sociales. Merci pour la question. Effectivement, c'est un objectif qui est global au niveau de l'université, donc moins 60% par exemple de vol en avion. Maintenant, comment ça va se décliner à l'échelle des facultés et donc des disciplines? Là, c'est un travail qui se fait entre la direction et les facultés qui travaillent ensemble sur vraiment quels sont les leviers d'action au niveau facultaire. Donc, par exemple, les leviers d'action, c'est clair, dans certaines facultés qui volent beaucoup plus que d'autres, vont être différents suivant les pratiques. Donc là, on rentre maintenant dans un travail plus fin de travail avec les facultés, avec les services, pour avancer collectivement vers cet objectif. Donc non, il n'y a pas d'objectif imposé globalement pour toutes les facultés, quel que soit... mais par contre, la mesure, par exemple, sur la directive sur le remboursement des avions, qui dit si on peut prendre le train et que ça dure moins de 6 heures, etc., on n'est pas remboursé pour l'avion, ça c'est applicable à tout le monde. Voilà. Maintenant, les leviers d'action, ils sont différents selon chaque faculté. C'est ça, on essaye de le prendre en compte le plus possible. Vous remontez un peu là en volume. Mais, une autre question peut-être? Ouais, ici. Oui, on se demandait avec mon binôme comment on mesure le plancher social. Excellente question, à laquelle on n'a pas tout à fait encore de réponse claire. On réfléchit beaucoup.
On vient d'embaucher quelqu'un qui va travailler pendant 2 ans sur cette question-là, parce que nous, on s'est cassé la tête pendant 6 mois pour se dire qu'est-ce qu'on va mettre dans ce plancher social, comment on va mesurer l'état actuel et surtout quel est le plancher minimal à assurer à tous les membres de la communauté universitaire. Pour faire très court, on va mesurer probablement l'état de satisfaction ressentie des besoins humains fondamentaux à l'Université de Lausanne. Donc on est vraiment sur des enquêtes qualitatives qui vont demander aux gens comment ils se sentent sur un certain nombre de thématiques. Et à partir de ça, on va évaluer un état de satisfaction. On a toujours la question de quel est l'état de satisfaction minimal acceptable, mais en tout cas, ça va probablement être comme ça que ça va être mesuré. Ok, une autre question devant ? Il n'y a pas de mauvaise question, hein, on vous l'a dit. Vous avez parlé de l'importance de l'achat des matériaux électroniques, mais est-ce que dedans vous incluez leur utilisation après, c'est-à-dire le stockage des données, etc. Parce que souvent on dit que c'est vraiment important aussi. Oui, merci beaucoup. Alors, concernant le stockage des données, notamment les flux numériques, etc., c'est extrêmement difficile à quantifier, tout simplement parce que les gens, généralement, on ne sait même pas où vont on sait globalement où vont les données. Maintenant, on va des chiffres d'impact sur ces données, c'est très difficile. On a intégré en partie ces questions de flux d'énergie, donc de consommation d'énergie, en fait, liées au flux de données numériques dans la consommation d'énergie. Donc, en fait, c'est intégré dedans. En réalité, quand on regarde l'empreinte du matériel informatique, la phase associée à la construction, donc à l'extraction des ressources, etc., pour produire ce matériel est quand même plus importante que les impacts des flux numériques qu'on va faire avec. Donc, on est toujours en train d'essayer de quantifier ça. Maintenant, oui, il y a un enjeu associé. Il y a un enjeu aussi social associé à où est-ce qu'on va stocker nos données, avec quel niveau de sécurité, etc. Mais la priorité, c'est surtout de prolonger la durée de vie des équipements de réduire les achats des équipements, notamment via la prolongation de vie. Mais on pourrait imaginer d'autres moyens. Okay, je crois qu'il y a une question, je n'ai pas bien vu. Oui, au balcon, non? J'ai cru que vous alliez lever la main, non? Pardon. Non, il n'y a pas de question au balcon? Ah, une question ici, au milieu, si on peut. Ouais. Bonjour, je vous remercie pour votre présentation. J'aimerais savoir comment ont pris les instances décisionnaires de l'université vos propositions, quelles ont été leurs réactions et quelles sont, selon vous, vos marges de manœuvre pour faire face à celles-ci. Alors, merci pour cette excellente question. Alors, moi, je précise, je n'étais pas membre de l'Assemblée de la Transition, j'étais dans l'équipe d'organisation. Donc, évidemment, mon point de vue est biaisé. Moi, j'ai quantifié le donut de l'Université de Lausanne et puis j'ai encadré l'Assemblée de la Transition, globalement. Donc, maintenant, comment la direction a pris les mesures qui ont été proposées par l'Assemblée? Ces mesures sont extrêmement ambitieuses. Certains les qualifieront de radicales. La direction les a... clairement, elles ont fait peur à une partie de la direction, encore plus des services qui se sont dit « Oh mon Dieu, on va devoir mettre ça en place. Comment on va faire ?» Et en fait, ils ont eu peur de devoir mettre en place des mesures extrêmement ambitieuses sans avoir les moyens, le temps, les outils pour pouvoir agir. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, que la stratégie de la direction, qui est plus ou moins alignée sur les propositions de l'Assemblée, est sortie à un portage politique réel, et que du coup, maintenant, c'est le mandat des services de les mettre en place avec une certaine légitimité politique, alors on observe à l'Université de Lausanne une espèce de mouvement, une espèce de convergence vers l'envie d'agir de la part des services et de la direction. Alors, je ne veux pas idéaliser les choses, on est loin d'avoir trouvé les solutions, etc., pour agir. Mais en tout cas, voilà, première réaction, un petit peu la peur. Puis, appropriation des enjeux associés au dépassement des limites planétaires, etc., alors qu'on avait déjà commencé il y a longtemps avec la direction, mais les choses prennent du temps. La révélation, elle n'arrive pas du jour au lendemain comme ça, en tout cas pas quand on prend le temps, pas beaucoup le temps de se former. Maintenant, on est dans un mouvement, je dirais, volontaire de la part et de la direction et de l'Assemblée de la Transition. Alors je pense que si on avait posé la question aux membres de l'Assemblée de la Transition,
Peut-être qu'ils auraient dit que ce qui est dans la stratégie de la direction, ça ne va pas encore tout à fait assez loin, probablement. Voilà. Mais il y a en tout cas un mouvement qui est en train de se mettre en place à l'université. C'est particulièrement favorable et chouette. Alors ça, c'est un témoignage qui vous concerne aussi, c'est-à-dire vous allez être confronté à présenter vos propositions à des acteurs qui vont avoir des réactions multiples et variées, et surtout sûrement de la peur, comme ça a été dit, l'inquiétude que ça demande plus de travail ou des moyens qui ne sont pas présents. Mais ça, c'est un autre travail que vous devrez faire ensuite de ces 3 jours. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir des bonnes idées, c'est après comment on arrive à convaincre des acteurs et comment on arrive à s'engager pour, dans le temps long, dans cette discussion, parfois technique, etc. etc. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être ? Attendez, je ne sais pas si c'est une main, je suis un peu ébloui. Donc, ouais, là, peut-être. Devant, pull bleu. Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant cette conférence. Et je voulais savoir, parce qu'on parlait donc effectivement de la direction et de l'accueil de ces propositions. Et quid des étudiants, comment ils ont, est-ce qu'il y a eu des réactions à l'issue de cette assemblée des transitions et si oui, quelle fut-elle? Merci. Alors, concernant les étudiants, alors il y avait seulement 15 étudiants, j'ai envie de dire, dans l'Assemblée de la transition, alors qu'il y a 20 000 étudiants à l'Université de Lausanne. Et clairement, si on regarde le nombre d'étudiants par rapport au personnel administratif ou aux enseignants et enseignantes, bon, il y a plus d'étudiants. Donc, au début, il y avait une petite méfiance, même par rapport à la répartition des membres tirés au sort de l'Assemblée de la transition. Certaines associations qui sont impliquées dans les questions écologiques depuis longtemps étaient très sceptiques à l'égard de ce processus, avec un portage institutionnel vers lequel ils sont méfiants. Maintenant, quelle a été la réaction des étudiants à l'issue de ce processus qui est passé un petit peu inaperçu? Il y a eu très peu de communication, tout simplement parce qu'on n'avait pas les moyens de faire beaucoup plus que ça. Il y a une certaine appropriation par certains acteurs qui disent c'est super, moi je veux faire ça dans mon laboratoire, je veux avancer comme ça, etc. Mais c'est plus du point de vue des chercheurs-chercheuses. Et les étudiants, en vérité, je crois que le processus il passe encore très inaperçu auprès de la communauté étudiante qui a en fait d'autres questions à traiter dans son quotidien, à savoir suivre les cours et valider leur semestre. Et donc en réalité, l'appropriation étudiante, elle est assez faible pour l'instant, malheureusement, je dirais, à l'Université de Lausanne, sans avoir de statistiques à l'appui. J'ai l'impression que c'est assez faible. En tout cas, on n'a pas vu des manifestations qui disent c'est absolument super ou c'est absolument scandaleux. Pas trop de réactions. Eh ben, merci Camille, on peut applaudir à nouveau.